De démarrer cette journée avec moi, avec l'Australie, sur ce sujet passionnant de cette région du monde qui est déjà, on peut tout de suite le dire, aux antipodes, hein, puisque actuellement c'est la fin de journée en Australie. Donc il est 5 heures, il y en a 8 heures de décalage. Il y a encore un mois, il y avait 10 heures de décalage. Et on est entré dans l'automne également, pour vous dire qu'effectivement, on est dans l'hémisphère sud, donc on a des saisons qui sont inversées. Et donc, j'aime bien commencer par cette petite boutade quand je discute avec mes amis, mes clients, mes partenaires. C'est effectivement, l'Australie, on est presque en projection dans le futur, en termes temporels en tout cas, et que il y avait un ami australien qui m'avait dit ça une fois à l'époque, avant que je m'installe localement. Il m'a dit: Emmanuel, il y a une chose qu'il faut comprendre avec l'Australie, c'est que c'est un pays qui te permet de ne plus avoir peur de la fin du monde, parce qu'effectivement, sur une journée donnée en France, c'est presque déjà le jour d'après en Australie. Donc, il n'y a pas vraiment de dernier jour. Il y a toujours un jour d'après. On est vraiment en avance en termes de temporel. Donc, quelques éléments sur le territoire, premièrement. Donc, on est sur une population qui fait pas loin de 25 millions d'habitants aujourd'hui, sur une superficie qui est énorme, avec plus de 7 millions de kilomètres carrés. On est dans un PIB aujourd'hui de 1,368 milliards d'US dollars et une croissance annuelle qui a toujours été parmi les plus fortes de l'OSCD, des pays de l'OCDE. Donc là, sur ce slide, on vous donne un chiffre un peu ancien qui est de 2018. En 2019, on était à 2,8. Et ce qu'il faut comprendre, c'est sur l'année 2020, l'Australie a connu 2 trimestres de croissance négative, mais le 4e trimestre de 2020 était un trimestre positif. Donc ça veut dire qu'officiellement, l'Australie, même en cette année pleine Covid de 2020, n'a pas été en récession. Et ça, c'est un premier élément à noter, c'est que l'Australie est aujourd'hui dans la 30e année consécutive de croissance positive, et c'est encore une fois un record dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Australie, pour planter le décor, est appelée souvent par les économistes de lucky country. Donc un dynamisme, en tout cas en termes de croissance de PIB, qui a été sans faille depuis les 30 dernières années. Ensuite, ce qu'on peut dire effectivement pour situer, donc on est sur un territoire énorme, mais on a 3 villes principales, avec la capitale qui est Canberra, et Sydney qui est la capitale économique. Et la 3e ville du pays, il y a 3 autres villes importantes dans le pays qui sont Melbourne, bien sûr, Perth et Brisbane. Taux d'alphabétisation, bien sûr, 99%. On a un taux de change aujourd'hui qui est sur un rapport de 1 Australian dollar correspond à peu près 0,6 euros. Une population urbaine qui fait 86% de la population, et une Australie qui est effectivement portée vers le commerce, portée vers les exportations, portée vers les importations. Et ce volet de l'économie représente 42%. Donc on voit vraiment qu'on est sur un pays très commerçant. C'est aussi de par son positionnement géographique, bien sûr. Alors, avant de rentrer dans cette notion de diversité des secteurs d'activité, je voulais faire en fait un petit aparté Covid pour aussi planter le décor, si vous me permettez l'expression, et dire qu'effectivement, en Australie actuellement, on est un petit peu, on se sent un petit peu, encore une fois, on se sent très chanceux. Je parle de l'expression lucky country. Pourquoi? Parce que le Covid aujourd'hui est quasiment derrière nous, hein, en Australie. On est sur une situation actuelle qui est complètement de retour avant la période Covid. C'est-à-dire que tous les restaurants sont ouverts, tous les commerces sont ouverts, il n'y a plus d'obligation de porter le masque dans la rue, plus d'obligation de porter le masque dans les transports, plus d'obligation de porter le masque en faisant ses courses. Tous les commerces quasiment ont rouvert comme avant. Et au quotidien, nous, le Covid, si je coupais la télé, pour moi, le Covid serait déjà un mauvais souvenir. Donc, pour montrer quand même qu'on est vraiment complètement décalé par rapport à effectivement ce qui se passe en Europe ou en Amérique du Nord en particulier, décalé bien sûr dans le bon sens du terme, et même d'autres, un indicateur des plus récents qu'on a eu, il y a encore la semaine dernière, vendredi dernier, c'est la notion du nombre d'offres d'emploi qui est publiée.
Et il y a en fin de semaine dernière, donc c'était les chiffres de fin mars 2021, l'Australie a le nombre de publications d'emploi le plus élevé depuis les 12 dernières années. Donc ça veut dire qu'on est non seulement on est en post-Covid, mais on est reparti sur une croissance très forte avec quasiment un plein emploi. On a un taux de chômage un petit peu au-dessus du taux résiduel. Donc on est vraiment en plein emploi. L'économie est repartie complètement à son plein. Et c'est un peu à l'image de ce qui se passe en zone APAC, j'ai envie de dire, la zone Asie-Pacifique. Là, j'essaie de prendre un zoom un petit peu, un zoom arrière. La zone Asie-Pacifique était la zone du monde qui avait la plus forte croissance avant le Covid. C'est celle qui a le mieux réagi, si on regarde l'ensemble des pays du monde, à cette période Covid. En partie parce qu'effectivement, une partie de la zone avait connu déjà le STRAS, et donc avec tout de suite les bons réflexes, en particulier par exemple de porter le masque. Et dans cette période où on sort progressivement, on a une vaccination qui commence à se généraliser à travers le monde, et on commence à un petit peu voir le bout du tunnel en cette période de crise Covid. En tout cas, la zone APAC a déjà reparti fortement, mais l'Australie en particulier, c'est certainement la zone qui est repartie à plein régime. Et donc tout de suite, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est actuellement une zone d'opportunité très forte pour les entreprises européennes et pour les entreprises françaises en particulier. Et je vous donnerai, nous, quelques chiffres sur notre activité aujourd'hui qui en reflet, hein, effectivement, de cette reprise forte et encore une fois, une situation qui aujourd'hui est complètement post-Covid, où les gens vivent naturellement. Alors la seule limite à ça, c'est le fait que aujourd'hui, il est difficile, bien sûr, de venir en Australie, hein, et il y a une quarantaine très stricte qui est appliquée pour tous les visiteurs. Donc déjà, il y a des visas qui sont donnés au compte-gouttes. Il faut presque prouver des situations d'exception. Et pour les gens qui viennent dans le pays, il y a une quarantaine très stricte, c'est-à-dire qu'ils sont accueillis automatiquement par l'aéroport, ils sont mis en hôtel automatiquement 15 jours, mais c'est aussi ça qui fait qu'on est dans une maîtrise complète du virus. À l'inverse, j'ai un ami qui est rentré en France encore la semaine dernière d'Australie, et il m'a dit, je suis arrivé à Roissy, assez à peine si on m'a donné un coup de gel sur les mains, mais il a pu reprendre les transports en commun simplement en donnant un papier, une attestation. Il m'a dit, il était complètement choqué presque de dire que il y a aucun contrôle effectivement en France, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on est sur une répétition de lockdown, d'obligation effectivement de bloquer la population chez soi, puisqu'effectivement il n'y a pas du tout de. Je pense que la majorité des Français sont respectueux des gestes barrières et des consignes de sécurité, mais en tout cas il n'y a pas du tout de maîtrise du flux, hein, je pense, de l'ensemble des mouvements au sein de l'Europe, et donc je pense qu'il y a une continuité du virus de par cette situation. Mais ça, ce n'est bien sûr un commentaire personnel. Mais pour revenir à l'Australie, effectivement, il y a cette notion très stricte, en tout cas pour les voyageurs et pour les gens qui veulent faire un déplacement. Alors, je reviens sur le slide, et là, je vais parler effectivement des différents secteurs d'activité pour effectivement montrer que l'Australie est un pays qui a une économie qui est très diversifiée en termes de secteurs d'activité, mais qui est aujourd'hui principalement quand même tourné vers le service, puisqu'on voit qu'il y a 75% de la valeur ajoutée brute réelle de l'économie qui est liée au service. Donc c'est un petit peu un mouvement qui s'opère, qu'on a vu dans beaucoup de pays anglo-saxons. On a vu ça également effectivement sur l'Angleterre, sur les États-Unis dans une moindre mesure, mais effectivement, en tout cas, on a une économie qui effectivement vraiment se porte plutôt vers les services. Dans la partie service, bien sûr, il y a toujours ce volet financier qui est important sur cette valeur ajoutée brute qui est presque de l'ordre de 10%. Et puis après, on a quand même des secteurs plus traditionnels comme la construction, l'exploitation minière, bien sûr, tout ce qui est lié au secteur d'exploitation agricole, qui sont effectivement très portés. Puis après, en dessous de 5%, il y a toute une liste effectivement d'autres secteurs d'activité
qui sont bien sûr qui contribuent à l'économie, comme tout ce qui est la notion de gestion de l'électricité, du gaz, tout ce qui est lié au trade, au transport. Donc on a vraiment après une diversité, et je vous laisse regarder le graphique, très, très, très important des différents secteurs d'activité. Alors, je crois que c'est moi, Dorian, qui dois accepter, parce que je vois qu'il y a des gens qui continuent à se Je présenter viens, dans je viens la de room. l'accepter. Je viens de Ok, l'accepter. super, merci. Donc, je continue sur la présentation, si elle veut bien défiler. Voilà, superbe. Donc, une économie, l'économie face à la crise et comment l'Australie a résisté. Donc, j'ai déjà donné quelques éléments tout à l'heure. Alors, une autre chose qui est importante à expliquer pour parler de la situation privilégiée de l'Australie, c'est cette bonne gestion dans les 30 dernières années, surtout sur la dette publique. Puisque en avril 2020, c'est un chiffre qu'on a eu de l'IMF, le taux d'endettement, le taux de la dette nette de l'Australie était de 23% simplement, alors que si on regarde la moyenne de l'ensemble des pays de l'OCDE, on était à 77%. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, en France, on est à l'heure actuelle presque à l'heure de 120% du PIB. Donc ça demande effectivement un décalage très important de ce niveau d'endettement. Et qui dit bien sûr niveau d'endettement, dit bien sûr capacité d'investissement, capacité d'emprunt, et qui montre des fondamentaux, en tout cas de l'économie australienne, qui sont très forte, et qui permet bien sûr à l'Australie de continuer à investir dans les infrastructures, par exemple, dans les projets étatiques, et ce qui, bien sûr, contribue à la bonne santé économique de l'Australie. En termes de ce qu'on appelle le ease of doing business, donc la notion de comment l'Australie se positionne à travers les autres pays du monde sur cette notion de facilité de faire des affaires. Donc on voit que aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, l'Australie se positionne en 4e position, au global sur 14e. Donc on est dans les 15 pays qui donnent le plus de facilité effectivement à cette notion de ease of doing business. Et encore une fois, je parlerai en fin de présentation de nous, ce qu'on note actuellement sur les mouvements des entreprises françaises vers l'Australie. Et vous verrez qu'effectivement, qu'on continue à avoir une importance, un investissement important des entreprises françaises sur ce territoire. Également un élément pour positionner l'Australie sur la notion de sa population, et je pense qu'un élément à retenir, le chiffre à retenir, parce qu'il y en aura beaucoup aujourd'hui, mais s'il y en a un seul à retenir pour parler de la population australienne, c'est que quasiment un Australien sur 3, un Australien de nationalité australienne sur 3, est né à l'étranger. Donc ça montre bien, encore une fois, qu'on est sur un pays neuf, un pays qui est basé sur une immigration récente, à l'image un peu de pays comme le Canada. Et on a une diversité en termes d'origine de ces d'Australiens nés à l'étranger, très diverses, puisqu'on va retrouver effectivement une partie qui vient d'Europe, d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Nord-Est, et bien sûr une partie importante de l'Europe de l'Ouest. En tout cas, on a une vraie diversité culturelle et d'origine. Et en ce sens, beaucoup d'entreprises françaises voient un petit peu l'Australie comme un super pays test pour la zone Asie-Pacifique, puisque ça leur permet de voir la réaction de la population et des consommateurs face à leurs produits et leurs services. Et quand je parle de consommateurs, bien sûr, on parle de cet consommateur avec ce profil diversifié, avec des gens qui vont venir avec une culture plutôt d'Asie. Donc on va retrouver des gens de Singapour, des Chinois, des Japonais, mais beaucoup d'Européens, des gens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Donc la base consommateur de l'Australie est très intéressante comme test pour la zone Asie-Pacifique, puisqu'on va retrouver toute cette diversité, encore une fois, culturelle. Et c'est, je pense, qu'un aspect qui est pris fortement en considération par les entreprises françaises dans leur notion d'implantation d'investissement
ou simplement de commerce sur l'Australie. Il y a aussi cette notion et moi je retrouve beaucoup à travers mes clients, c'est de dire que l'Australie, c'est un pays test, donc comme je l'ai dit, pour cette diversité, mais aussi pour la taille de la population. Encore une fois, on est sur une population qui est de l'ordre de 25 millions d'habitants, donc c'est un bon marché, quoi. Par exemple, si on veut faire un choix entre faire un test sur les États-Unis et sur l'Australie, bah, c'est beaucoup plus facile de déployer un test sur l'Australie, puisqu'encore une fois, on est sur un nombre d'acteurs, par exemple, en termes de distribution plus restreint, un nombre d'acteurs bancaires plus restreint, un nombre d'acteurs de la grande distribution, par exemple, plus restreint. Et ça, on peut le dépliquer dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, on va avoir une concentration aussi bien de cette grande distribution, des acteurs, mais aussi, comme j'ai dit précédemment, de cette diversité. Donc, quand ça fait de l'Australie un très beau territoire test, hors Europe, bien sûr, un territoire test zone APAC pour tester son offre ou son service. Alors, ça, c'est pas le bon slide. Oui, donc je parlais de cette notion de croissance continue de l'économie sur l'ensemble des pays de l'OCDE. Et donc ça, c'est une réalité. Donc on était à fin 2019, 28 années. 2020 était, comme je l'ai dit, il y a 2 trimestres de récession, mais pas suffisamment pour parler d'une récession globale de l'année. Donc le 2020 était la 29e année consécutive de croissance. Et cette année, on est sur une continuité, sur la 30e année, encore une fois, de continuité de croissance. Euh, un élément à noter également sur la notion sur l'Australie, c'est c'est un territoire où on va retrouver beaucoup de centres R&D, de centres de recherche, et son classement, l'Australie est en 5e position actuellement pour tout ce qui est effectivement innovation, laboratoire et centre de recherche et développement. Un élément également à noter sur le positionnement géopolitique de l'Australie, c'est effectivement ce positionnement sur la zone, encore une fois, APAC, avec énormément d'échanges sur le Japon, les US, la Corée, l'Inde, la Chine et l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est. Donc encore une fois, ça en fait une belle base. C'est une réflexion qu'on a souvent avec nos clients quand il y a une volonté d'avoir une présence physique en zone APAC. Il y a souvent un arbitrage entre est-ce que ma filiale APAC sera basée à Singapour et souvent la deuxième option, encore une fois sans donner un ordre de préférence, mais on va aussi souvent parler de Sydney comme bonne base sur la zone APAC. Donc pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette notion de lien de trade avec l'ensemble des pays de la région. L'économie robuste, j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on peut parler d'éléments culturels. Donc, on a parlé des éléments macro de l'économie. On peut parler effectivement de cette proximité par rapport à l'Europe, j'ai envie de dire. On va retrouver des fondamentaux des pays anglo-saxons avec bien sûr cette notion de pragmatisme qui est effectivement clé dans la notion de gestion des affaires en Australie. Également, on va retrouver encore une fois cet aspect anglo-saxon de la gestion du temps où la ponctualité est importante. On n'est pas dans un pays latin, même si on a quelques influences latines par l'immigration, mais ça reste un pays très anglo-saxon, ça reste un pays aussi du Commonwealth, faut pas l'oublier. Donc on va retrouver aussi énormément de règles de business, de règles financières, des lois qui sont liées à cette notion de Commonwealth. Une chose également à noter sur l'Australie, c'est qu'il y a une notion de respect de l'espace personnel lors des conversations. Il y a même presque des fois un filtre où bien souvent, c'est pas forcément des plus appréciés, j'ai envie de dire, ou des plus bien choisis de parler de choses trop personnelles sur ses vues, par exemple politiques, ou sur des sujets controversés dans la notion de gestion des affaires. Je pense qu'il faut rester assez neutre. Et en tout cas, les Australiens s'appliquent cette règle importante. Ensuite, il y a la notion, bien sûr, de la gestion de la balance entre le temps du travail et le temps pour les loisirs, pour la famille, hein, tout simplement. Donc, il y a vraiment c'est au centre de la culture australienne, cette notion
d'avoir une société où on a une bonne balance entre le temps au travail et le temps à la maison. Et j'avais eu des exemples qu'on m'avait donné dans des grands groupes australiens, sans donner de nom de société en particulier, où il y avait des personnes qui étaient convoquées par les ressources humaines si pendant trop de semaines consécutives, elles restaient tard le soir au bureau. Donc si elles restaient à 18h30, 19h, ce n'est pas forcément du tout quelque chose qui est valorisé, c'est plutôt quelque chose qui va porter question, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à, à effectuer l'ensemble des tâches qui te sont demandées? Est-ce qu'il y a un problème de volume d'activité? Donc il y a vraiment cette notion de temps famille, temps au travail. Et puis il y a même aussi cette expression que les Australiens utilisent beaucoup, c'est que si on la traduit en français, ça voudrait dire, bah, le travail est là pour payer les factures, et on n'est pas là pour travailler pour vivre, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de dire qu'en dehors du travail, il y a une vie, donc et on le sait bien, je pense que ça, c'est assez de connu à travers, je veux dire, cette notion, cette vision du territoire australien, que les Australiens sont très portés sur les activités extérieures, le sport par exemple. Donc souvent, les Australiens, avant d'aller au travail, ils vont aller faire leur jogging, ou en sortant du travail, ils vont aller faire leur marche en bord de mer. Donc il y a vraiment cette notion très forte de balance, hein, de la vie. Alors ensuite, il y a un dernier élément que j'aimerais parler sur la question culturelle, c'est la notion de je n'ai pas vraiment de traduction sur ce terme en français, mais ce qu'on appelle la power distance. Donc, c'est la notion de gestion de l'autorité. Et effectivement, il faut comprendre qu'en Australie, il y a très peu de barrières entre les différents strates hiérarchiques au sein des groupes. Et c'est très commun que des CEO ont leur porte ouverte, ou des cadres supérieurs de grands groupes ont vraiment leur bureau ouvert, avec n'importe quel niveau au sein du groupe ou de la société peut rentrer dans son bureau, peut lui parler, et même dans les échanges, même genre, j'avais, en rentrant en France et en allant voir un client qui était une grosse ETI française, j'avais été surpris qu'effectivement, alors c'était bien sûr avant le Covid, ils m'avaient invité à leur cantine d'entreprise, et il y avait effectivement une séparation entre les cadres. Il y avait un coin pour les cadres de l'entreprise, un coin pour les gens qui étaient non cadres. Et voilà, donc il y avait une séparation importante, en tout cas, entre les différents strates hiérarchiques au sein de la société, ce qui n'est pas du tout vrai dans les entreprises australiennes. Ensuite, alors, je voulais vous parler d'éléments concernant la situation actuelle en cette période de Covid, et quels ont été les changements que nous, on a pu observer, pardon, dans le cadre de notre activité. Et ça me fait penser effectivement que je ne me suis pas présenté en en départ de cette présentation, et je peux le faire maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté sur l'exercice. Donc en fait, moi, je suis le fondateur et directeur général d'une entreprise qui s'appelle Expandis. On est membre de l'OSCI, et donc on est une société d'accompagnement à l'international. Et aujourd'hui, pour vous situer notre volume d'activité, on a à peu près aidé, accompagné plus de 500 entreprises françaises sur les 12 dernières années. Donc on a vu un panel effectivement très importante de secteurs et de cas de figure. Et les modes d'entrée qu'on va retrouver en Australie, hein, ils sont assez classiques, c'est-à-dire que bien souvent, il y a cette possibilité de démarrer sur l'Australie à travers, bien sûr, la notion d'exportation, en identifiant un importateur-distributeur. Surtout quand on est sur un produit, à un moment donné, on est sur un territoire où il faut faire un acte d'import, donc il faut automatiquement quelqu'un qui va pouvoir faire cette activité d'import, donc l'importateur-distributeur. Et puis, encore une fois, comme j'avais expliqué en démarrage, on est sur un territoire qui est immense, et donc c'est important d'avoir un partenaire local qui a des compétences en termes de logistique pour effectivement pouvoir alimenter l'ensemble du pays. Ensuite, on peut parler d'approche directe de grands comptes. Et c'est des choses qu'on observe beaucoup. Et encore très récemment, on a travaillé sur un dossier d'un acteur français qui est dans l'agroalimentaire, et qui effectivement a comme client français l'ensemble des grands groupes type Auchan, Carrefour, Leclerc, et l'ensemble des acteurs de la grande distribution alimentaire.
ont réussi à rentrer chez un des équivalents de ces acteurs de la grande distribution qu'on connaît, qui est Woolworths, qui est le numéro un en France. On va retrouver deux autres acteurs en dehors de Woolworths qui sont Coles et Aldi. Et donc, pour les entreprises françaises qui sont sur ce segment de la grande distribution, effectivement, c'est tout à fait possible d'approcher les acheteurs, les grands acheteurs en direct, sans passer forcément par un importateur-distributeur. Parce que bien souvent, ces acteurs ont leur propre réseau pour effectivement importer en direct. Ils ont même des équipes, bien sûr, de sourcing, d'achat, des fois en Europe. Et ensuite, donc on parlait des modes d'entrée. Donc, importateur-distributeur, qui est assez classique. Approche en direct de grands comptes, c'est aussi une voie qu'on trouve beaucoup. Et c'est là-dessus que je voulais accentuer actuellement, c'est qu'on s'aperçoit qu'actuellement, dans cette période Covid, où l'export est plus difficile parce que, encore une fois, il y a une fermeture des frontières, il y a une difficulté de déplacement très forte, donc qui a été compensée effectivement par des visios et des contacts à travers effectivement l'ensemble des outils Zoom et compagnie. Mais en tout cas, nous, on a observé une accélération des investissements des entreprises françaises dans la notion de création de filiales. Et pour vous donner un chiffre, pour que ça se matérialise pour vous, depuis nous, le début de l'année, on a accompagné 5 groupes français dans la création de filiales, donc simplement en l'espace de 3 mois, alors qu'avant le Covid, on faisait peut-être 10 créations de filiales par an. Donc ça veut dire que là, on est sur une accélération quasiment d'un x3, quasiment x4 sur la création d'entités locales. Et encore une fois, je pense que ça s'explique par le Covid, parce que la volonté d'avoir une filiale en local, c'est bien souvent derrière la volonté d'embaucher une ressource qui peut être une ressource unique, hein, qui peut être le Head of Australia, le directeur commercial Australie. On l'a dans certains cas où il y a un interlocuteur unique qui va représenter l'entreprise, mais qui va tout de suite être salarié, hein, en passant par cette notion de filiale. Ou alors, on a des clients qui vont, on l'a eu encore récemment, d'entreprises françaises qui ont déjà quelques clients et qui disent: «Moi, je veux vraiment accélérer sur ce territoire, donc je fais une création de filiale, je veux tout de suite une équipe commerciale». Avec effectivement, on a eu le cas d'un client récemment qui s'est structuré en ayant 2 business développeurs et 2 account managers pour gérer le client existant, mais aussi les nouveaux clients qui devaient rentrer par ce développement. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment une tendance vraiment de fond, c'est qu'on a une augmentation de cette notion de démarrage très rapidement, et des fois, ça peut être même simplement par une personne, hein, en local, mais c'est préféré de par l'export pur et dur, dans certains cas, parce que encore une fois, nos clients avant, qui travaillaient l'Australie, venaient une fois, peut-être 2 fois, et arrivaient peut-être dans certains cas à venir 3 fois par an. Dans ce cadre de Covid, encore une fois, les frontières sont fermées. Donc, il y a une adaptation de ces modes d'export, de ces modes de développement, qui sont liés encore une fois à cette activité Covid. Donc voilà, c'est un petit peu les choses donc qu'on peut noter sur ce développement export. Et en fait, nous, de par notre activité, on a augmenté aussi la notion de représentation commerciale. Moi-même, j'ai différents mandats de directorship pour des entreprises, pour des groupes français, pour encore une fois les représenter, pour qu'ils aient en local quelqu'un qui puisse acter pour eux, participer à une réunion, signer un contrat, ou même des fois des choses plus basiques comme par exemple une ouverture d'un compte bancaire. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques australiennes n'acceptent pas d'ouverture de compte bancaire sans que les directeurs soient présents en agence et puissent signer physiquement. Donc il n'y a pas d'acceptation pour les directeurs de signature électronique. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce territoire, avec bien sûr la difficulté de cet exercice, c'est d'être le but, c'est d'être très généraliste, hein, de donner quelques éléments sur le marché. Mais l'idée aussi, bien sûr, dans le cadre de ces webinaires Stratexio, c'est d'ouvrir un pont de communication avec des entrepreneurs qui nous regardent en live aujourd'hui ou en replay, et qui seraient intéressés par ce territoire, qui auraient besoin d'avoir des informations qui sont spécifiques à leur secteur d'activité, d'avoir besoin de comprendre certains acteurs de leur secteur d'activité. Et pour parler, encore une fois, de la diversité des secteurs, récemment, on a fait une présentation pour le SNITEM, qui sont la Fédération française
des opérateurs les medical devices, donc des équipements médicaux. Donc bien sûr, c'est un secteur qui est encore une fois très, très porteur. Le volet infrastructure, on a beaucoup de clients actuellement dans les infrastructures en Australie. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit précédemment, le gouvernement continue à investir énormément pour anticiper la croissance du pays. Et donc, dans tout le volet de ferroviaire, création de routes, création de métro, tout ce qui est tram, les trains, en fait, il y a énormément de dossiers, énormément de projets actuellement en Australie. Donc ça, c'est un volet bien sûr porteur. Donc j'ai parlé du secteur médical. La grande distribution alimentaire dans sa globalité se porte très bien, comme j'ai envie de dire dans l'ensemble des pays de l'OCDE, de par effectivement cette notion d'impossibilité dans beaucoup de régions du monde de consommer au reste dans la restauration hors foyer. Donc, il y a eu un shift du nombre de repas qui a été beaucoup plus important à la maison et donc qui ont été bénéficiaires des acteurs de la grande distribution alimentaire. Et c'est un phénomène, bien sûr, qu'on a vu aussi en Australie, même si, comme j'ai dit précédemment, on a une réouverture des restaurants, mais de fait, la fréquentation globale des restaurants, même si n'est pas aussi importante qu'avant Covid, c'est compréhensible. Mais en tout cas, la grande distribution dans sa globalité est bénéficiaire de cette période Covid. Et puis, j'ai envie de dire, si on va plus loin dans la chaîne, tous les acteurs qui sont liés à l'agribusiness, on a beaucoup de dossiers actuellement de gens qui sont liés à ce secteur, donc qui fournissent de l'équipement pour la gestion agricole et qui bénéficient également de cette croissance de par les acteurs de la grande distribution qui sont encore plus en plus demandeurs de volume. Ensuite, dans les secteurs qu'on note qui se portent bien, il y a bien sûr le secteur marine. Et puis, il faut rappeler quand même ce contrat qui a été gagné avant le Covid de Naval Group, hein, par rapport au sous-marin australien, qu'on a appelé le contrat du siècle. Et donc, il y a tout un écosystème qui est autour de Naval Group, qui tourne autour de cette notion d'équipement des sous-marins. Alors, ça va de pièces très complexes qu'on va trouver en sous-marin, mais par exemple, on a eu un client qui fait par exemple de la corde marine pour les sous-marins. Donc on n'est pas forcément tout de suite dans des produits électroniques ou d'une complexité importante en termes de technologie, même si la corde marine a ses propres recettes en termes de fabrication. Donc le secteur marine, globalement, c'est un secteur qui se porte toujours bien. Le secteur de la grande distribution, j'en ai parlé. L'agribusiness, j'en ai parlé. Tout ce qui tourne autour de la santé, pharmacie, des équipements médicaux, c'est aussi un secteur qui se porte bien. Les infrastructures, dans sa globalité, c'est des secteurs qui se portent bien. Et puis après, là, on n'est plus dans le spécifique, dans tout ce qui tourne autour de l'économie des secteurs miniers. Alors là, on a eu une période 2020, pas du tout que le Covid n'a pas du tout impacté cette activité qui a continué à grandir en Australie. Donc tous les gens de cet écosystème continuent à avoir de belles opportunités sur ce territoire. Et puis j'aimerais finir par le secteur des techs, où aujourd'hui on a beaucoup de clients qui tournent autour effectivement de la notion d'application, toutes les applications web, plateformes, portails internet, tout vraiment le e-commerce, les entreprises de la tech, l'Australie et un taux d'équipement en termes de smartphones des plus élevés au monde. J'en ai parlé précédemment de l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est un des pays où la population a les plus forts pouvoirs d'achat. Donc il y a une forte consommation et tout ce qui tourne autour du e-commerce, de la tech, des applications et des portails se porte très très bien. Donc voilà un petit peu pour ce tour d'horizon des secteurs. Et puis Dorian, si tu le veux bien, je vais te passer la main et je ne sais pas comment sont animées les questions. On ne t'entend plus, Dorian. Ouais, c'est ton Le micro micro n'est qui pas s'est branché. coupé. Ouais. Merci Emmanuel, hein, du coup, pour cette présentation hyper intéressante, complète. Donc voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, poser vos questions dans le chat ou directement à Emmanuel. Et, et voilà, il se ferait un plaisir de répondre à vos questions.
Absolument et puis j'ai envie de dire aussi pour ça on a des fois le cas pour des gens qui auraient des questions peut-être ou ou qui voudraient, je veux dire, garder une certaine confidentialité sur leur activité. Bien sûr, au sein de Stratexio, la notion de confidentialité est essentielle. Donc on sait aussi traiter, aussi bien avec les équipes Stratexio en local ou moi directement, traiter des demandes qui vont être spécifiques et ou sur lesquelles vous ne voulez pas forcément divulguer des informations sur le développement de votre entreprise. Peut-être moi, j'ai peut-être une petite question, Emmanuel, Oui. pour débuter cette salve de questions. Moi, j'imagine que beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs ont des a priori dans la conquête de l'Australie, de par exemple, la distance ou la tarification ou la logistique, un peu tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces questions que se posent les entrepreneurs qui peut-être empêchent de faire le premier pas vers cette zone? Alors, c'est une très bonne question. Déjà effectivement, même si je suis le 1er avocat, de l'Australie à un moment donné, nous, on a toujours un langage de vérité. C'est-à-dire que c'est pas forcément un territoire, pour des primo-exportateurs, pour des gens qui démarrent à l'export, puisqu'effectivement, il y a une notion de distance importante. Je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ce qui s'implique des logistiques bien sûr aussi, importantes. Si on est sur du produit par exemple, donc il faut livrer par conteneur, donc on est forcément aussi encore une fois sur des volumes importants. Donc c'est pas forcément un pays, de 1er export. Je dis souvent d'ailleurs pour les primo-exportateurs, pensez déjà aux pays limitrophes. Je pense que déjà en Europe il y a beaucoup à faire. Mais après ça c'est une remarque qui est très générale au final et qui est pas du tout, applicable à l'ensemble des secteurs d'activité et l'ensemble des produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des entreprises françaises qui sont des startups, qui vont faire que quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et pourtant qui démarrent en Australie et qui ont des clients en Australie et qui se développent fortement en Australie, parce qu'elles n'ont pas, encore une fois, cette notion de problématique de distance, hein. Dès qu'on est sur de la tech, du web, de e-commerce, bah, on s'affranchit de distance. Si on est sur les industries plus classiques avec du produit, bon là, on a cette limitation, la distance. Mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément applicable à l'ensemble des secteurs. On a, par exemple, eu le cas d'entreprises qui étaient je pour vous donner, de la diversité des secteurs d'activité, on a un client, récemment qu'on a accompagné l'année dernière, un cabinet d'architectes, français, qui a gagné un appel d'offres, en Australie. Moi, je peux dire le projet, je pense que c'est sorti, hein, c'est le cabinet Moreau, qui a gagné, hein, l'appel d'offres pour le musée Powerhouse à Sydney, qui était derrière dans Sydney, qui va être, délocalisé à Parramatta. C'est un des projets les plus importants du New South Wales depuis l'Opéra House, qu'on connaît tous, hein, le fameux opéra qu'on voit sur toutes les photos. Et c'est un projet qui fait quasiment 780 millions de dollars d'investissement de l'État du New South Wales, c'est énorme. Et il m'expliquait que pendant l'année 2020, tous leurs clients en France, bah, c'était quasiment en silence radio. Tous les projets d'architecture ont été complètement stoppés. Alors qu'à l'inverse, le gouvernement australien, comme ils ont compris qu'ils avaient un levier pour aider l'économie en continuant en alimentant en budget public, quand en plus, encore une fois, ce n'était pas des budgets supplémentaires, hein, c'est simplement déjà des budgets qui avaient été votés, donc ils n'ont pas du tout freiné, ils ont plutôt même accéléré. Et ça montre bien que même pour, et le cabinet que je viens de citer n'est pas forcément des plus importants en taille français, ça reste vraiment une petite PME. Et ils ont réussi à gagner un très beau projet en Australie. Donc on a vraiment une multitude d'exemples de sociétés qui restent des PME et qui ont beaucoup de succès en Australie. Mais encore une fois, Dorian, tu as raison de poser la question. C'est qu'à un moment donné, il y a cette limitation. On est sur une destination lointaine, donc c'est pas forcément adapté à tous les exportateurs et à tous les secteurs d'activité. Merci Emmanuel, pour ta réponse, précise. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, ou écrire dans l'onglet «Converser» pour en savoir plus, pour poser des questions. Oui, bonjour Vincent Daumont. Je suis expert comptable. Je travaille
travaille également pour un réseau international d'experts comptables. Nous avons des correspondants à Sydney et à Melbourne. J'ai une question d'ordre général que vous n'avez pas abordée. Est-ce Oui. que l'Australie est particulièrement en pointe sur les notions de RSE? Alors, c'est pas un domaine du tout que je maîtrise, le RSE, donc je vais pas pouvoir vous répondre avec précision. Par contre, j'ai un document qui existe sur le RSE, qui fait une synthèse un petit peu de la notion des RSE en Australie, et si vous voulez, je peux vous la communiquer par mail. Avec plaisir. Et donc, juste pour préciser, dans votre activité, si j'ai bien compris, vous avez des partenaires déjà comptables Oui. de bureaux comptables en Australie, c'est ça, hein? Voilà, et donc j'ai des clients français qui ont déjà des filiales en Australie ou qui se posent la question d'en implanter. Donc on les accompagne évidemment pour la partie administrative, mais pas pour le reste. Bien sûr. Et du coup, j'ai une deuxième question sur laquelle vous avez peut-être une réponse. Est-ce que les douanes australiennes sont particulièrement tatillonnes? Enfin, on voit quand on arrive à l'aéroport, on ne peut pas importer ce qu'on veut en Australie du tout. Est-il plus facile, à votre connaissance, d'importer des biens en Australie lorsqu'on y a une filiale, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne change rien? Donc, c'est pas de créer une filiale, c'est pas forcément pour les entreprises qui doivent importer en Australie, on n'a pas automatiquement besoin de création de filiale. Après, encore une fois, il faut vraiment voir les secteurs d'activité. J'ai eu cette question récemment pour justement un acteur excusez-moi, je n'ai plus le terme en français, je fais mon français expatrié de base, les medical devices, comment vous pouvez m'aider en français? Les équipements médicaux, les oui. équipements médicaux, merci, ça paraît. Et donc, pour un de mes clients qui faisait des équipements médicaux, il y avait un enregistrement obligatoire local. Donc, dans ce cas de figure, en fait, on leur a fait pas créer une filiale, mais on leur a fait créer une branche, donc une succursale en français, pour effectivement que la succursale puisse être propriétaire et être en fait le représentant de leur appareil médical qui voulait commercialiser sur l'Australie. Donc, c'est aussi des scénarios qu'on peut avoir, mais sur l'acte d'import en lui-même, pas vraiment. Et des fois, il faut mieux passer par des spécialistes de l'import, des gens dont c'est le cœur d'activité. Ils vont être beaucoup plus performants que d'ouvrir une filiale en propre. Après, il faut recruter automatiquement, il faut mettre des process en place. Il y a au final une complexité. Après, encore une fois, ça va dépendre des volumes d'activité. Mais en tout cas, on a beaucoup de clients qui font beaucoup d'export ou d'import, si on veut se positionner sur l'Australie, et qui n'ont pas forcément décidé, de par ce volume, à ouvrir leur propre entité. Ils ont un bon partenaire local, et c'est très bien. Très bien, merci. Merci Emmanuel. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions à poser à Emmanuel. De toute manière, je donnerai tes contacts, Emmanuel, pour ceux qui sont présents et ceux qui vont voir le webinaire en replay pour peut-être aller plus loin sur certains points, et d'avoir certaines questions peut-être plus confidentielles, et pour avoir certaines informations peut-être sur des secteurs bien précis en Australie. Exactement. Et en fait, Oui. c'est Christian oui. Gueup à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Bonjour Emmanuel. Je me permets d'intervenir puisqu'il n'y a pas d'autres questions de membres Stratexio, puisque je ne suis pas membre Stratexio, mais expert international à la banque. J'ai monté une mission vers le Moyen-Orient avec Jean-Pierre Labrie de TTE Gulf et vers le Vietnam et l'ASEAN pour un groupe de viticulteurs alsaciens et champenois. Oui. Et donc, ma question serait, y a-t-il de la place pour du vin d'Alsace en Australie? Vin d'Alsace. Alors, globalement, la filière vin se porte bien. Il y a toujours, bien sûr, des opportunités pour les vins français sur le marché australien, même qui, comme vous le savez, c'est un pays producteur. Ça c'est le premier élément. Donc, il y a une production, une compétition forte localement.
Deux, c'est un pays qui est, de par, j'en ai parlé dans la présentation, sa diversité d'immigration est très ouvert vers les vins du monde. Donc, on va trouver effectivement une grande diversité de vins, beaucoup plus importante qu'on va retrouver dans les supermarchés français. Hein, forcément, on va retrouver des vins italiens, argentins, américains, français aussi beaucoup, bien sûr, ils sont toujours appréciés. Mais le conseil que je donne souvent pour les entreprises dans le domaine du vin, c'est de réfléchir à un positionnement, d'aller sur des produits un petit peu uniques. Alors, quand je dis ça, je parle soit de produits haut de gamme, ou alors avec un très bon rapport qualité-prix, ou alors sur des produits organiques. La demande en organique, en vin organique continue à augmenter de façon très forte en Australie. Donc voilà, donc je pense que c'est toujours une des belles voies d'entrée, d'aller plutôt sur un produit un peu niche ou un peu d'exception, qui va permettre d'accrocher un importateur-distributeur. Et puis après, on peut tout à fait élargir la gamme, et ça, on l'a vu plus d'une fois. L'idée, c'est vraiment de commencer à créer la relation. Mais en tout cas, il y a toujours, c'est un secteur qui a continué à augmenter. Même on a une mission en fin d'année dernière dans le domaine du champagne également. Alors, pas dans les vins d'Alsace, hein, on est loin des vins d'Alsace, mais on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin, hein, ils sont clients de la pompe aussi, les champenois. Je le sais. Et donc, il y a une augmentation de la consommation du champagne en 2020 en Australie. C'est peut-être effectivement pour le côté antidépresseur du champagne. Très bien. Pas de Covid, mais voilà. En tout cas, il y a des opportunités et ça serait intéressant qu'on en parle en individuel. Oui. Dans tous les cas, je donnerai le lien sur le replay à mes clients et à mes contacts, comme ça on pourra en parler. Parce que je suis en train de monter des assurances prospection pour eux qui incluent donc la mission vers le Vietnam et le Moyen-Orient, mais forcément aussi d'autres destinations. Alors ils vont vers le Canada, ils vont vers les États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'ils pensent suffisamment aux possibilités du marché australien. Donc, je vais me permettre de leur faire la proposition. Et si on peut travailler avec toi, ce serait vraiment superbe. Voilà. Merci. Et effectivement, je vous enverrai un document peut-être spécifique sur le vin. J'ai peut-être un document, un slide unique sur le vin qui permettra d'alimenter un petit peu justement ce groupement sur des éléments plus spécifiques à leur secteur d'activité. Ok, on verra ça par mail alors ensemble. Hein. Ça marche. Merci. Merci Christian pour ta question et Emmanuel pour cette réponse très intéressante. Une autre question peut-être aussi. On a un pôle bien d'équipement dans la plasturgie qui est assez intéressé chez nous par l'export. Quelle est l'industrie de la plasturgie? Est-ce qu'elle existe en Australie? Est-ce qu'il y a des débouchés? Je pense surtout à des matériels d'extrusion, haute performance, etc. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas comme je l'ai dit dans la présentation, on n'est pas sur un pays d'industrie, parce qu'effectivement, il y a un coût de la main-d'œuvre au final qui est trop élevé. Donc, il y a beaucoup d'imports au final dans beaucoup d'éléments et donc, la plasturgie, après, il faudrait voir les acteurs sur quel segment ils sont positionnés. Est-ce que c'est des gens qui sont liés au secteur de l'automobile, par exemple? Si c'est le cas, par exemple, l'Australie aujourd'hui a arrêté complètement sa production locale de voitures. Donc, ça, c'est important aussi à noter. Donc, il faudrait vraiment voir. L'industrie aéronautique, par contre, il y a quand même encore des acteurs qui sont importants en Australie et c'est un secteur qui est préservé. Donc, dans la plasturgie, pour les acteurs qui servent ce segment-là, il y a encore des opportunités. Donc voilà, encore une fois, il faut vraiment aller au cas par cas, mais on n'est pas sur un pays à fort développement industriel, donc on a moins d'opportunités, j'ai envie de dire, que dans d'autres pays de l'OCDE. D'accord, merci. Bonjour, Romaric Fèvre, ingénierie. Dorian, je profiterai avec très attention de l'enregistrement parce que j'ai eu un problème informatique et je n'ai pas pu me connecter avant une demi-heure. Donc, vous aviez déjà commencé. Donc, je ne sais pas si la question que je vais poser a déjà été abordée. Un sujet un peu particulier. Nous, on étudie, on conçoit, on réalise et on met en service des machines spéciales pour l'industrie et tout type d'industrie, que ce soit automobile, agroalimentaire, chimie, pharma, entre autres.
Et notamment, on a développé de fortes compétences avec de très belles références dans la réalisation de skis d'extraction. Et une de nos plus belles références est un industriel de la pharma en Angleterre qui est spécialisé dans l'extraction des cannabinoïdes. Donc, c'est les molécules d'intérêt qui sont à l'intérieur du cannabis qui servent de base à la confection de médicaments. Tout à fait. Et on sait que c'est un marché qui est très, très, très en mouvement un peu partout dans le monde et Absolument. avec des vitesses de développement qui sont très variables suivant les localités sur la planète. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez des informations au niveau de l'Australie, parce que j'ai lu quelques informations, mais sans vraiment savoir si c'était véridique, s'il y avait vraiment une volonté des Australiens de s'impliquer dans ce marché-là, que ce soit sur la partie médicale, voire même le récréatif, même si ce n'est pas franchement notre secteur. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Oui, alors, j'ai pas je vais vous parler simplement en tant que consommateur du quotidien et client du quotidien. Je sais que il y a eu une évolution importante de la législation en Australie sur ce sujet, puisque il y a encore 6 mois, j'ai commencé à avoir des campagnes dans certaines pharmacies qui présentaient tous ces produits liés effectivement aux produits extraits du cannabis sans THC, hein, c'est ça, hein, THC. Donc il y a effectivement des produits maintenant qui sont commercialisés en réseau pharmacie, hein, ça reste en réseau, on n'est pas encore en retail, mais donc il y a une. Alors, si on veut parler de l'Australie, on a quand même un alignement assez fort de ce qui se fait aux États-Unis. Je sais qu'aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de mouvements sur cette industrie, avec une disparité par les États. Mais en tout cas, voilà, il y a certainement une opportunité, et ça serait intéressant que je vous trouve un document de synthèse sur ces opportunités, si vous le souhaitez. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Nous, on est une petite entreprise, on exporte. Nous, on a un business d'opportunité et pas dans le sens péjoratif du terme, hein. On fait de la machine Bien sûr. spécifique que chaque année est différente de la suivante. Et on fait entre 30 et 70% de notre chiffre à l'export. C'est nos deux Super voies de intéressant. développement, hein, les nouvelles technologies et l'export. Et souvent, un marché va se décrocher un peu partout, n'importe où sur la planète, parce qu'on a la bonne solution technologique et économiquement, on est viable par rapport à ce qu'on propose. Donc, l'Australie, comme ailleurs, pourrait être une opportunité pour nous de faire à minima 1, 2, 3 affaires. Ça dépend ce qu'on aurait à apporter. Ah, tout à fait, mais en tout cas, les deux secteurs que vous visez, le chimie, pharma, sont des secteurs forts en Australie. Si vous avez un beau case study déjà en France ou en Europe par rapport aux acteurs qui servent cette industrie, je pense que c'est toujours intéressant de présenter votre solution. Et encore une fois, ça ne sera pas votre marché principal de demain, mais vous pouvez faire certainement des belles ventes, donc ça sera intéressant de creuser ensemble. Ouais, écoutez, si vous avez un petit récap, même synthétique cette situation, enfin, de la situation de ce produit-là en Australie, je serai intéressé. Puis en retour, je vous ferai parvenir aussi une présentation de l'entreprise. Peut-être que ça vous donnera des idées. Oui, oui, c'est toujours très utile. De ça, mais Absolument. ce qu'on peut apporter. Tout à fait. Merci. Merci Romaric. Et bien sûr, oui, ça sera disponible en replay et je vous ferai parvenir le lien à tout ça. J'ai tout compris quand j'ai vu l'enregistrement. J'ai dit, c'est bon, j'ai pas tout perdu. Merci. Il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas s'il y a encore une question ou deux. Et puis voilà, on est parfaitement dans les temps. Tu as su tenir le timing, Emmanuel, parfaitement. Super bon. Parfait. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais tous vous remercier pour votre participation, et je vais te remercier, Emmanuel, pour cette qualité de présentation, pour toutes les infos pertinentes que tu as données à chacun. Et voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Je vais vous envoyer tous ses contacts et à aller plus loin dans les discussions en fonction de vos problématiques. Et nous, on se retrouve le 20 mai prochain avec un webinaire sur les bonnes pratiques partenariales et les ventes indirectes. Donc voilà, Merci je à vous tous. remercie à tous. Bonne journée, bonne fin de journée, Emmanuel, pour Merci. toi, et à très vite. Merci À très vite. beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.